Amateurs de catch, bonjour. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va devenir d'ailleurs la première vidéo d'une playlist que j'ai nommée Machine à remonter dans le temps, dans lequel je retracerai la carrière de catcheurs anciens comme nouveaux. Dans cette vidéo, nous allons retracer la carrière de Randy Orton, mais de manière différente. En effet, nous allons retracer le réel parcours de Randy, à la fois du personnage comme du réel Randy, alias Randall. Dans cette vidéo, nous parlons de Randy Orton, de son enfance à Legend Killer, puis dans une seconde vidéo, nous retracerons sa carrière de Legend Killer à The Viper, sa gimmick, son personnage le plus connu. En tout cas, mon ref, ma ref, j'espère que tu es bien installé, car on démarre la vidéo sans plus attendre. Mais d'abord, générique! Hey, main event Jay Uso's now in your city! It's just me, ooh! Okay, day one, it's just me, ooh! Day one, it's just me, ooh! Okay, day one, it's Jay, a lot of more up and knock 'em down like this! I did. Randy Orton, de son vrai nom Randall Keith Orton, est un catcheur professionnel évoluant actuellement à SmackDown. Âgé de 44 ans, il est né le 1er avril 1980 à Knoxville dans le Tennessee. Issu d'une troisième génération de superstars, son père, Cowboy Bob Orton, était catcheur et son grand-père Bob Orton Sr. l'était aussi. Son père d'ailleurs a vécu le tout premier WrestleMania 1. Son grand-père catchait dans les années 50 et 60. Du coup, le catch est une sorte de business familial qui se lègue de père en fils dans leur famille. Son père catchait dans la WWF, nouvellement appelée WWE, dans tout l'East Coast des États-Unis. Ce qui veut dire que leur famille était nomade et l'accompagnait à chacun de ses voyages avant de décider de s'installer définitivement à Saint-Louis et de rester à la maison, tandis que Bob Orton continuait ses différents voyages. Bob Orton voit très peu Randy Orton. Randy, cependant, voyage occasionnellement avec Bob. Dans la même occasion, il finit par rencontrer des stars telles que André le Géant, Hulk Hogan, etc. En gros, son père, il achetait du lait, mais parfois, en fait, il revenait le poser à la maison avant de repartir acheter un autre pack. C'est ça, en fait, Bob Orton. Et de temps en temps, Randy l'aidait à chercher le meilleur lait possible. Si j'ai bien compris. Pour moi. Papa, Oui. manger avec toi. Non. Jana, Oui. c'est l'heure de dormir, non? Mais j'ai mangé, je me lever avec toi. Je dis, papa dit non, il faut pas manger avec papa, c'est interdit. Randy, cependant, ne se voyait pas catcheur. Pour lui, il n'en avait pas l'étoffe ni la confiance. Contrairement à ce qu'on peut penser, Randy Orton, dès son enfance, était un garçon peu confiant, avec peu d'amis, qui était peu sociable et qui se faisait harceler. Testant différents sports sans jamais exceller et ne sachant pas quoi faire de sa vie, il décide d'intégrer le corps de marine à San Diego. Ah ouais, il faisait partie de la marine en fait. En fait, je crois, lui, il voulait peut-être devenir amiral. T'imagines Randy en tant qu'amiral? Il aurait fait des dingueries. Il aurait été pire qu'Akainu, lui, je crois. Je crois même qu'il aurait mis... je le vois bien mettre RKO sur Ace, plus Punk Kick sur Luffy. Truth is, y'all ain't nothing but a bunch of low-class street thugs. Take Mark Henry, for example. Last week, you stole victory. An MVP, you are the definition of the common criminal. And Kofi Kingston, you should be in jail. The only place that you three belong is the hood where you came from. Il rejoint donc le corps de marine le plus brutal. Cependant, il aimait ce sentiment d'appartenance, ce qui lui permet d'exceller. Il finit diplômé et passe de privé à première classe. Malheureusement, lors de sa mutation, c'est là que le cauchemar il commence. En fait, là-bas, il assiste à d'innombrables atrocités, du harcèlement, etc. Et il veut donc partir. Mais étant sous contrat pendant 4 ans, il décide donc
de s'enfuir et reste chez lui pendant 2 mois et demi sans sortir. C'est vraiment un peu. Du coup, 2 mois et demi ayant marre de se cacher et en vivant dans la peur, il décide de se rendre en Californie, au corps de marine, pour se rendre et leur faire comprendre qu'il est sérieux et qu'il a vraiment l'intention de partir par contre. Ce à quoi le corps de marine, ils lui revenaient, ils lui disent allez, vas-y, retourne à l'entraînement. Ce à quoi Randy répond qu'il refuse d'y aller. Il désobéit donc à un ordre direct, ce qui lui vaut comme punition d'aller 45 jours en détention. Ils finissent par le laisser sortir pour bonne conduite après. If you can't do the time, don't do the crime. Okay, time's up. Mais malheureusement, retour à la case départ. Randy ne sait toujours pas quoi faire de sa vie. Il travaille dans une station de gaz tard la nuit et dort le jour. Rien ne va plus et il est perdu. Voulant pas faire ce genre de travail toute sa vie, il finit par réfléchir à la possibilité d'intégrer le catch. Pas par rêve, mais parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Et donc, grâce aux relations de son père, il déménage grâce à l'argent fourni par la WWE dans un bâtiment bien délabré d'ailleurs, bien ghetto, à l'Ohio pour intégrer la OVW. Il est d'ailleurs là-bas aux côtés de superstars comme John Cena, Batista, Shelton Benjamin et Brock Lesnar. Par contre, n'étant pas aimé à cause de son désintérêt pour la discipline et grâce à son talent inné pour cette discipline, il finit par développer une arrogance et une sale attitude. Ce qui n'a pas empêché par contre de finir parmi les premiers sélectionnés au main roster. De plus, grâce au dark match auquel il participe, il a pu améliorer ses compétences, ce qui a convaincu Jim Ross de lui faire commencer dans les matchs télévisés en 2022. C'est donc en avril 2022 qu'il fait ses débuts à SmackDown, où il remporte sa première victoire d'ailleurs, mais c'est à Raw qu'il gagne en momentum avant de se blesser lors d'un dropkick et de se disloquer son bras droit. Randy, en ayant une blessure si grave et si tôt dans sa carrière, perd espoir. Mais la compagnie mise gros sur lui et décide donc de continuer son personnage. Et donc, il donnera chaque semaine des nouvelles sur sa blessure, devenant de plus en plus irrité et énervé chaque semaine. Dû au fort départ de beaucoup de top guys, Triple H et Ric Flair décident de se tourner vers l'avenir et ont l'idée de créer un groupe avec 2 autres jeunes catcheurs. Et très vite, ils sont tous 2 d'accord pour intégrer Randy au groupe ainsi que Dave Batista. D'ailleurs, Randy lui dit lui-même, sans Ric Flair et Triple H, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Il a appris énormément de choses à leur côté, il y a d'ailleurs passé beaucoup de bons moments, et honnêtement, quand je vois les voitures, les hélicoptères, la nourriture, les top modèles, l'argent, etc., je me dis, ouais, tu peux très rapidement tomber dans le narcissisme, l'arrogance, etc. Surtout il était déjà comme ça en fait, il était déjà jeune et con en plus de base. Bon, je parle, mais je suis plus jeune que lui, donc... Cependant, au sein d'Evolution, Randy, il manquait quelque chose. Il lui fallait quelque chose de plus. Il lui fallait une gimmick, un surnom, une plus-value. C'est là que l'idée de Legend Killer est arrivée. Brillante idée. Franchement, c'est une brillante idée de ouf. Le concept était simple. Des anciennes légendes à la retraite venaient, et Randy, en fait, il est tué, entre guillemets, un par un. Franchement, la meilleure idée qu'il ait eue. Moi, perso, je kiffe cette gimmick de Legend Killer. Plus que toute autre gimmick qu'il a eu d'ailleurs. En plus, cette gimmick, elle collait vraiment bien au personnage de l'époque. Jeune, arrogant et vantard, qui en a rien à faire des légendes et qui ne les respecte pas. Cette gimmick, elle a construit son personnage. Les légendes, en plus, connaissaient et respectaient son père Bob Orton, à tel point qu'ils venaient, ils acceptaient les pires manques de respect, tels que les gifles, RKO, crachats au visage, de leur part de Randy Orton. C'est dire l'estime qu'ils avaient de Bob Orton, hein, franchement. Mais la gimmick du Legend Killer, elle a pris un tout autre niveau, grâce à Mick Foley, qui est, si on peut le dire, le responsable de l'envol du Legend Killer. Randy avait besoin de ce match. Il avait besoin de se salir les mains pour que les fans le prennent au sérieux. Du coup, à Backlash 2004 se déroule
le match qui est pour moi le plus brutal de l'histoire de la carrière de Randy Orton. Ce match, il était brutal. Il y avait du sang, des punaises, des barbelés. Mais ce match a permis aux fans et aux officiels de pouvoir changer la perception qu'ils avaient de Randy Orton. Il n'était plus vu comme le simple gamin arrogant de l'évolution, mais comme d'un homme sans peur, capable de prendre des risques inconsidérés qu'il fallait respecter. Quelques mois plus tard, à SummerSlam, c'est la consécration pour Randy qui devient le plus jeune champion du monde poids lourd en battant Chris Benoit, alias Erreur 404, vous savez déjà, pour devenir le champion du monde poids lourd. Il est au sommet de sa carrière à ce moment-là. Son père et son grand-père, ils sont fiers de lui. Mais malheureusement pour lui, il n'était pas encore prêt mentalement. Être au sommet si jeune, avoir autant d'argent, de popularité, de fans et de responsabilités à son âge, sachant en plus son comportement de base, c'était voué à l'échec. Il n'était pas prêt du tout à être le visage de l'entreprise. Il rabaissait les fans, il n'était pas professionnel. En fait, comme le dit si bien Batista, il était prêt à être champion dans le ring, mais pas en dehors du ring. En réalité, même lui, il savait à cette époque-là qu'il n'était pas prêt en fait. Il ne savait pas ce que c'était qu'être le visage de l'entreprise. Franchement, je vous conseille de regarder les segments de l'époque. Ce mec, il faisait trop de dingueries. C'est trop. Je vais vous en citer quelques-unes, car je suis un bon. Il a retiré lors d'une tournée un urinoir, comme ça, juste pour le fun. Il a pris de la dynamite, il l'a fait exploser dans l'hôtel à 3h du matin. Il était vraiment horrible et chiant. Mais il était vraiment aussi vicieux avec les fans. En 2005, à WrestleMania 21, il affronte l'Undertaker. Mais un jour avant WrestleMania, le samedi, se déroule le Hall of Fame. Mais un jour avant le Hall of Fame, le vendredi, Randy décide d'aller faire la fête. Franchement, en fait, lui, je sais pas ce qui se passe dans son cerveau, mais la pire idée possible. Venez, tous ceux qui sont fous, venez. Si on se comprend en kung fu, alors on est à l'aise, on est libre. Et donc, à cause de ça, il n'a pas dormi et il était épuisé. Et donc, le samedi matin, il n'a pas pu assister à la préparation du match face à l'Undertaker. Du coup, il a déçu beaucoup de gens, dont l'Undertaker qui, heureusement pour lui, ont décidé de ne pas en faire une histoire. Heureusement pour lui, franchement. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que le soir même, il devait introniser son père au Hall of Fame. Mais bon, faute de préparation, il a dû improviser. Et bien que, honnêtement, ça va, il s'en est bien sorti. Son discours, il était court. Il n'a pas pu introniser son père comme il l'aurait pu et il aurait dû. Le plus grand regret de sa vie d'après lui. Mais pour revenir au pass qu'on lui a donné, au lieu de prendre cela comme une erreur à ne plus commettre, ou justement une erreur qui mérite une introspection, ou une erreur qui lui permettrait de le réveiller un peu, non. Lui, il l'a pris de la pire des manières. Il l'a pris comme s'il était intouchable. Il veut vraiment pas comprendre. Un an plus tard, c'est toujours la même chose, voire encore pire. À cause des antidouleurs qu'il consommait pour soulager ses douleurs, il en a fini par en être dépendant. Il en prenait des centaines, se convainquant qu'il en avait besoin. Il en utilisait pour ses matchs, pour aller dormir, pour se réveiller. Il s'auto-détruisait et c'était une bombe à retardement. Il s'en prenait à tout le monde, fans, officiers, adversaires. Et l'inévitable arriva. Lors d'une conduite chez lui, Randy, à cause d'une overdose d'antidouleur, se réveille aux urgences. Franchement, ça devait arriver. Je suis choqué que c'est duré aussi longtemps sans qu'il ne subisse les conséquences de ses actes. Vince, apprenant ce qui lui est arrivé, décide alors de le suspendre pour 60 jours pour conduite non professionnelle. Randy va donc en réhabilitation pendant 66 heures pour découvrir quel était son problème. Mais après avoir mangé tout le long, les docteurs ont conclu qu'il n'avait aucun problème de drogue, mais ont découvert cependant qu'il avait un problème de colère et de narcissisme.
ainsi qu'un problème avec l'autorité. Donc il a dû passer 3 semaines de réhabilitation pour la gestion de la colère. Heureusement, grâce aux gens de son entourage, là pour l'aider, Edge, Santino, des souvenirs de catcheurs morts, certains pour la même raison que ce qu'il est en train de faire, mais surtout grâce à la naissance de sa première fille, issue de son premier mariage, qui a nourri un désir de protection et d'être à ses côtés, Randy a finalement compris qu'il devait cesser la surconsommation d'antidouleurs, qu'il n'avait plus d'excuses maintenant et qu'il se doit d'être responsable. En tout cas, voilà, cet épisode il est terminé. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, t'abonner, activer la cloche de notification pour pas manquer la prochaine dinguerie que je vais sortir. Ça peut être la partie 2 de l'histoire de Rangerton ou une autre vidéo. Mais en tout cas, le seul moyen de ne pas la louper, c'est d'activer la cloche de notification. Donc, ne l'oublie pas s'il te plaît. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre ref Just Mayo. Tchuss. Yeet. Hey, hey, main event Jay Usos now in your city. It's just me, ooh. Okay, day one, it's just me, ooh. Day one, it's just me, ooh. Okay, day one, it's Jay. I let them all up and knock them down like this. I did.